We're going to begin the next session, and I want to introduce to you. On va commencer donc la séance. Nous avons deux professeurs et deux malades qui vont partager leur expérience. On va commencer par le professeur Tincani, Madame Angela Tincani, qui nous vient d'Italie et qui a déjà fait plusieurs études à ce sujet. Elle est professeure de rhumatologie à l'université de Brescia, au niveau également de l'immunologie. Je suis sûre qu'il va s'agir d'une présentation très intéressante. Merci Anna, merci de l'invitation pour faire cette présentation ici. J'aimerais féliciter l'organisation pour cette conférence très importante, très intéressante, surtout au niveau du programme spécifique pour les malades. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour présenter ce thème, mais je le ferai avec beaucoup d'enthousiasme. La sclérodermie est une maladie assez grave qui touche les vaisseaux sanguins, qui cause de la fibrose et de une inflammation à différents niveaux. Il s'agit d'une maladie qui touche principalement les femmes et entre 15 et 50 ans. On ne sait pas grand-chose sur l'impact de la sclérodermie sur le fonctionnement sexuel et la qualité de vie des femmes, surtout dans ce domaine tellement sensible qu'est la sexualité. On en sait encore moins sur ce que l'on peut faire pour améliorer cette situation dans ce genre de maladie. Ce que l'on sait, c'est que les femmes souffrant atteintes de sclérodermie ont un niveau plus élevé au niveau de l'insuffisance sexuelle si on compare avec d'autres maladies chroniques comme le cancer du sein ou l'infection par le HIV. Étant donné que ce thème n'est pas tellement discuté au niveau de la sclérodermie, donc quelle est la magnitude, quel est du problème? Combien de malades ont une bonne vie sexuelle et quelles sont celles qui ont des difficultés à ce niveau? Selon cette étude, environ 40% des malades de sclérodermie sont sexuellement actives et 60% sont inactives. Néanmoins, si on analyse celles qui nous disent être actives, dans la majorité, elles ont quand même des difficultés. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est le cas parce que différents symptômes en rapport avec la sclérodermie, comme les symptômes de l'appareil digestif dont on a entendu parler ce matin, mais également le phénomène rénaux ou les problèmes respiratoires ou les questions liées au niveau de la peau, n'est-ce pas, des problèmes de la peau, sont en rapport avec l'inactivité sexuelle. Il y a également différentes malades qui nous disent qu'elles ont mal au niveau du vagin lorsqu'elles ont des rapports sexuels et donc elles évitent donc les rapports sexuels. Il s'agit donc d'un phénomène complexe. Si l'on analyse les problèmes sexuels qui nous sont mentionnés par ces malades, on peut vérifier qu'il y a en effet des problèmes très spécifiques au niveau vaginal, mais également nous avons ici la question de la dépression. En plus, au-delà du problème physique, des douleurs que la maladie peut présenter, on a également la question de la dépression. Seulement 17% des malades
interviewés lors de ces études nous disent que leurs problèmes au niveau sexuel sont dus à la sclérodermie. Lorsque l'on compare la fonction sexuelle avec la qualité de vie ici qu'on a dans cette échelle SF36, on vérifie que la qualité de vie est en rapport avec la question de la composante mentale, mais également avec la perception de la santé générale, comme la vitalité, la fonction sexuelle, le rôle émotionnel et la dépression, et non pas directement lié à la sclérodermie. En effet, il y a ici une composante psychologique assez significative, assez importante. La dépression générale que ces malades présentent est liée directement à la fonction sexuelle, beaucoup plus que les problèmes physiques, proprement dit. Et pourquoi? La sclérodermie est une maladie assez difficile. C'est difficile de vivre avec la sclérodermie. Il y a l'épaississement de la peau, notamment au niveau des coudes. Il y a des problèmes au niveau des doigts. Et tout cela donne lieu à une image que les malades ont de soi, qui sont elles sont insatisfaites de leur aspect, surtout lorsqu'on parle de malades jeunes, et surtout lorsqu'elles ont une sclérodermie diffuse qui donne lieu à une grave dépression. C'est encore plus significatif chez les patients, les malades qui souffrent de sclérodermie, que celles qui ont souffert des brûlures. Et cela est mentionné dans différentes études d'ailleurs. Donc l'insatisfaction liée à l'image du corps, de leur corps, est un élément significatif au niveau des femmes qui ont de la sclérodermie, et il doit être évalué d'une façon systématique et régulière. Parce que si ce problème est identifié dans une phase précoce, il peut être traité au niveau d'une intervention psychologique, avec des interventions au niveau comportemental et cognitif, et on peut faire face à ce problème d'une façon assez précoce. Souvent, les femmes atteintes de sclérodermie ne savent pas exactement quoi faire, ce qu'elles doivent faire. Et donc, il est important de vérifier et de comprendre que la sclérodermie est une maladie qui présente des altérations au niveau des vaisseaux, donc vasculaires, et qui sont en rapport avec la fonction sexuelle. Et donc, cela est également lié à la vasculopathie. En termes expérimentaux, on a pu vérifier qu'il y a différents médicaments qui peuvent aider non seulement les hommes, mais également les femmes à faire face à ces problèmes. Néanmoins, c'est pas facile de passer des études à la population des malades. Comme on peut le vérifier ici, dans cette partie de l'étude sur l'utilisation du tadanophile, donc au niveau du phénomène de Raynaud et de son efficacité, on a vérifié que on a vu si ce médicament pouvait aider la fonction sexuelle féminine atteinte par la sclérodermie. Il s'agit ici d'une étude avec un contrôle avec un placebo. Et on a vérifié que ce qui s'est passé dans différents groupes. Malheureusement, on n'a pas trouvé de changement significatif au niveau de la fonction sexuelle féminine. Même si on a vérifié que les malades
pendant qu'ils prenaient leurs médicaments, ils avaient des relations sexuelles plus souvent qu'avant. Mais cela pouvait être lié à différentes questions, notamment le fait de savoir que dans cette étude, la dose prise n'était pas très efficace en termes du phénomène de Raynaud. Néanmoins, le tadalafil semble avoir un effet limité au niveau de la fonction sexuelle féminine de malades touchés de sclérodermie. Que pouvons-nous faire pour améliorer la situation? On peut suggérer quelques interventions simples au niveau de la santé, comme l'utilisation de lubrifiants vaginaux ou l'utilisation de plus de couverture ou ajuster l'utilisation de plus de couverture ou ajuster la température de la chambre pour qu'il soit plus chaud et puisse réduire des épisodes de Raynaud. D'autre part, on peut également éviter le manque de confort, surtout au niveau du péritonée. Lorsque les femmes sont plus relaxées et ont pris des anti-inflammatoires, elles peuvent se sentir plus confortables lorsqu'elles ont des rapports sexuels, et également prendre un bain chaud avant l'acte sexuel peut permettre cette relaxation. Cela, c'est pas seulement les médecins de médecine générale, hein, de voir cela. Il est important que ces malades puissent avoir accès à des psychologues et même des psychiatres si nécessaire. Il y a également des médicaments qui peuvent aider. Néanmoins, les études ne sont pas suffisantes pour avoir des effets conclusifs. Il peut y avoir des interventions spécifiques qui peuvent être bénéfiques parce que le bien-être de la personne est en rapport avec tous ces domaines de la personne, tous ces versants de la personne, les questions sociales, environnementales, de rapport avec l'environnement et les autres personnes. Donc, il est important d'établir un rapport très proche entre les malades et les médecins et qu'ils puissent travailler en équipe. Il est important d'éviter des erreurs et je suis sûre que la plupart des médecins et des malades ici présents évitent ces erreurs, mais j'aimerais vous montrer, quoi qu'il en soit, juste pour vous le rappeler. Donc, les erreurs à éviter, donc les médecins, mais également d'autres professionnels de la santé peuvent éviter de parler avec leurs patientes sur les questions sexuelles et sur la santé sexuelle parce qu'il s'agit d'un thème assez sensible et ils ont peur que la malade se sente qu'elle soit pas confortable, qu'elle soit gênée. Et ça a déjà été mon cas. Parfois, on considère qu'une malade avec ce type de maladie, sclérodermie, n'a aucun intérêt dans la vie sexuelle, et c'est pas vrai. Une autre erreur que les professionnels parfois font, les médecins de rhumatologie, par exemple, peuvent penser qu'ils n'ont pas la formation adéquate pour traiter un domaine tellement sensible et donc ils n'en parlent pas avec leurs patientes. On sait que c'est important, mais bon, c'est pas ma spécialité, je vais même pas essayer. Et donc très souvent, nous attendons jusqu'à ce qu'on nous demande, jusqu'à ce qu'on nous pose la question, mais parfois les malades sont timides, elles ne veulent pas faire de questions à ce sujet, mais elles veulent avoir des informations, recevoir des informations. Et donc il faut les tranquilliser et leur dire qu'il ne s'agit pas seulement un problème de cette malade, mais c'est un problème très ample, très vaste et qu'il faut résoudre.
Merci, je vous remercie de votre attention. Comme vous le voyez, je ne suis pas la personne idéale pour parler de cela, mais je vous remercie de votre attention. Our next speaker is Professor Virginia Steen. Notre prochain invité est le professeur Vivian Stink et Virginia Steen. Et elle a commencé à Pittsburgh et maintenant elle est professeure de médecine à l'université de Georgetown à Washington. Merci pour l'invitation qui m'a été adressée. C'est pour moi un honneur de pouvoir parler sur ce thème ici aujourd'hui. Lorsque j'étais rhumatologue, l'indication générale était que les patientes ne devaient pas tomber enceintes parce que les bébés mouraient et les patientes avaient des problèmes au niveau des reins. Et en tant que médecin encore jeune, j'ai vu quelques malades et j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour pouvoir étudier cette question. Et donc, je vais partager avec vous ce travail que j'ai développé au long des années. La première question en termes de sécurité, c'est qu'est-ce qui se passe avec le bébé? C'est la première étude que nous avons réalisée, une étude rétrospective. J'ai réuni un vaste groupe de malades atteints de sclérodermie et je les ai comparés avec des malades d'arthrite rhumatoïde et des maladies semblables et nous avons pu constater qu'il n'y avait pas de grande différence en ce qui concerne un avortement spontané. Mais la même chose n'arrive pas en ce qui concerne la sclérodermie. Les bébés qui sont prématurés ceci est lié au fait d'avoir une maladie chronique ou de prendre beaucoup de médicaments. Dans la sclérodermie, il y avait également des bébés qui sont arrivés à terme, mais qui étaient très petits. Nous nous sommes demandé si c'était lié aux médicaments ou à des problèmes vasculaires, mais il n'y a pas eu une augmentation de la mort de ces bébés. Donc, ce fut important pour nous de savoir qu'il n'y avait pas de mauvais résultats pour les bébés. Ensuite, nous avons fait une étude prospective. Nous avons accompagné 59 femmes qui étaient atteintes de sclérodermie et 91 grossesses au long des 10 années suivantes. Et en analysant ces valeurs, nous avons vérifié et évalué quel était le temps de la maladie et le type de maladie. Si c'était une maladie diagnostiquée au préalable ou à une phase tardive, localisée ou diffuse. Le groupe général était semblable à celui du groupe précédent. Mais les malades qui avaient une sclérodermie tardive et diffuse, il y avait des avortements spontanés et beaucoup de ces malades avaient une maladie pulmonaire. En ce qui concerne les prématurés, il y a eu également une augmentation en général, mais l'augmentation la plus élevée a été au sein du groupe qui avait une sclérodermie diffuse précoce. Les bébés qui sont arrivés à terme, les valeurs étaient similaires, mais les meilleurs résultats, c'était dans la maladie limitée et précoce. Il y a eu une étude italienne, l'étude IMPRESS, qui est une étude rétrospective où il n'y a pas eu d'augmentation d'avortements spontanés, une augmentation similaire en ce qui concerne les prématurés et une certaine augmentation en ce qui concerne le retard de croissance. Et ils ont trouvé des différences, surtout par rapport aux malades de sclérodermie diffuse, si comparé avec la sclérodermie limitée. Il y a donc, qu'est-ce qui arrive à la mère et à la sclérodermie pendant la grossesse? Dans notre étude prospective, nous avons constaté, nous avons évalué tous les symptômes de la sclérodermie. La plupart des patientes avaient les mêmes symptômes. Il y en a eu
qui ont constaté une amélioration des symptômes, mais d'autres dont les symptômes se sont aggravés. Je vais vous parler maintenant de ce qui arrive par rapport à la grossesse et par rapport aux symptômes. En ce qui concerne le phénomène de Raynaud, il s'améliore pendant la grossesse parce qu'il y a un meilleur flux sanguin et leur corps est plus chaud et donc elles ont constaté moins de difficultés. Donc il y a eu une diminution de la fréquence du phénomène de Raynaud donc en raison de l'état hormonal. Il y a eu plus de problèmes de douleur des articulations, mais cela arrive chez toutes les femmes qui sont enceintes. En général, nous n'avons pas constaté de grandes modifications en termes d'épaississement de la peau. Il y a eu certaines malades ou certaines patientes qui, après la grossesse, ont vu leurs problèmes de peau s'aggraver. Mais les plus grandes altérations ont été chez les femmes qui avaient la sclérodermie diffuse précoce. Beaucoup de patientes nous demandent si elles ont la peau abdominale très épaisse et si cela va poser des problèmes et si la peau va s'étendre. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes en ce qui concerne cet épaississement. Par rapport aux problèmes gastro-intestinaux, la grossesse provoque plus de reflux. Ceci n'est pas une nouveauté pour nous. Il y a une mauvaise absorption en général, mais qui n'ont pas eu lieu chez nos patientes. En ce qui concerne les poumons, il y a eu beaucoup de patientes qui ont eu une maladie pulmonaire interstitielle assez importante, mais les bébés étaient quand même en bonne santé. Et nous avons encouragé les mères à utiliser l'oxygène, même si elles considéraient que ce n'était pas important. En ce qui concerne le cœur, s'il y avait des problèmes cardiaques, on le traitait comme une autre maladie cardiaque. Il n'y a pas eu de problème spécifique pendant la grossesse. L'hypertension pulmonaire artérielle est une manifestation à haut risque et nous avons découragé les femmes à tomber enceintes. Donc, les femmes atteintes de ce problème, on les a découragées de tomber enceintes. Dans l'étude rétrospective que nous avons faite, 4 des 23 patientes ont affirmé que pendant la grossesse, elles ont eu des crises rénales au niveau des reins. Lorsque nous avons analysé d'autres patientes pendant la même période et la même durée de la maladie, la fréquence était de 22%. Donc nous avons considéré que lorsque cette crise au niveau des reins avait lieu, cela arrivait parce que la patiente se trouvait dans la partie diffuse précoce et donc elle avait plus de risques de souffrir d'être atteinte de cette crise. Toute la littérature qui suggérait que c'était la grossesse qui allait induire cette crise. Lorsque nous avons analysé ces patientes, nous avons constaté qu'elles souffraient d'une sclérodermie diffuse précoce. Et donc le problème pendant la grossesse, c'est que le médicament qu'on utilise le plus, c'est un médicament qui n'est pas indiqué parce qu'ils ne sont pas indiqués car ils provoquent une toxicité chez le bébé et donc on va retarder ce traitement chez les mamans qui sont enceintes. Donc beaucoup de ces patientes ont eu de mauvais résultats, mais nous avons quand même réussi à sauver beaucoup de bébés. Néanmoins, nous ne pensons pas que la crise néphrologique soit associée à la grossesse, mais plutôt à la sclérodermie diffuse précoce. Au début de la grossesse et même avant la grossesse, il est important que vous ayez une consultation chez le rhumatologue et une risk
We really discourage women in early. Et chez l'obstétricien, un obstétricien spécialisé, nous décourageons les femmes qui ont la maladie diffuse précoce à ne pas tomber enceinte jusqu'à ce que la maladie ne soit pas équilibrée ou stable, parce qu'il y a beaucoup de problèmes tels que les fibroses pulmonaires ou les crises au niveau des reins. C'est à ce moment-là que nous attirons l'attention de ces femmes pour ne pas tomber enceinte. Il faut beaucoup des médicaments qui sont utilisés, tels que le méthotrexate, et sont toxiques. Il y a un immunosuppresseur qui peut être utilisé pendant la grossesse et qui a déjà été utilisé lors des greffes, qui est l'azatioprine. Nous pouvons également utiliser le prednisone à faible dose, mais il faut donc l'utilisation doit être très limitée anti-inflammatoires non stéroïdiens, et nous conseillons toujours de prendre de l'acide folique. La grossesse est toujours considérée comme une grossesse à haut risque. Il faut toujours suivre la tension artérielle des patientes, surtout celles qui se trouvent à une phase précoce de la maladie. Et il faut toujours faire attention à la partie des bébés prématurés. Si quelqu'un est atteint d'hypertension pendant la grossesse, parfois il est difficile de savoir si c'est une complication de la grossesse ou si c'est une crise rénale. Mais nous ne pouvons pas suivre ces malades comme si c'était une grossesse normale. Nous ne pouvons pas ignorer ces symptômes. Si c'est une crise rénale et nous ne la traitons pas, on peut perdre la mère et le bébé. Il y a des tests que l'on peut faire pour séparer prééclampsie de la crise rénale. Ce que nous voulons, bien sûr, c'est sauver la vie du bébé et de la mère. Et même si parfois ce médicament peut mener à des complications du fœtus, le plus important, c'est de contrôler la tension artérielle, parce que si on ne le fait pas, le bébé... la mère peut perdre la fonction rénale et le bébé peut avoir des problèmes. Pendant l'accouchement, il faut vérifier quelle est l'anesthésie qu'on va administrer et l'épidurale, parce qu'une anesthésie générale peut provoquer des altérations sur le flux sanguin. Et il faut que la salle d'accouchement soit bien chaude, utiliser des flux intraveineux, et il faut qu'elle soit bien chaude, la patiente soit bien chaude, et il faut faire attention à l'épisiotomie pour assurer que tout se passe bien et qu'il y aura une bonne cicatrisation. Après l'accouchement, il n'y a pas de risque d'avoir une sclérodermie héréditaire. Il faut tout simplement suivre les patientes pour assurer qu'elles ne vont pas avoir d'autres complications telles que l'hypertension. Nous ne pouvons pas supposer que tout va se résoudre après l'accouchement. En bref, les avortements spontanés, les bébés prématurés et les morts après l'accouchement ne sont pas différentes que dans d'autres contrôles. Les malades doivent être accompagnés comme étant des malades de risque, mais elles peuvent avoir une grossesse salutaire. Merci. À la fin de la séance, on aura un espace pour les questions et réponses. On va passer la parole à Ramona Quintes, qui a été diagnostiquée comme souffrant donc de sclérodermie et qui lutte contre cette maladie de façon très proactive, et elle aide même d'autres malade. Elle va nous parler de comment pouvoir avoir de bonnes relations.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je m'appelle Ramona Quintel, j'ai 39 ans et je suis mariée et très heureuse. J'ai un garçon de 11 ans et une fille de 7 ans. En 2007, j'ai été diagnostiquée comme étant éteinte de sclérodermie. Je peux vous dire que j'avais déjà beaucoup de symptômes comme les mains gonflées et certaines manifestations de rénaux, entre autres manifestations. J'ai fait différentes sessions de traitement, mais sans succès. J'ai dû faire une greffe de cellules souches parce que il y a également eu un cancer. À cette époque, je voulais faire tout ce qu'il fallait pour essayer d'aider les autres pour qu'ils vivent avec la sclérodermie et d'autres maladies auto-immunes. C'est ce que je fais ici. L'entreprise que j'ai fondée à cette époque développe quelques études au niveau des maladies diagnostiquées et de leurs améliorations. Et grâce au questionnaire et au traitement utilisé au niveau des malades, on essaie d'optimiser les soins que l'on permet. Le tabou que toutes les malades de sclérodermie ont, c'est que on vérifie que la plupart des malades ont des douleurs au niveau des rapports sexuels et donc elles ont honte, elles sont gênées de parler de cela. Et donc les médecins ont également sont gênés de parler de ce thème parce qu'ils n'ont pas de formation adéquate. Et donc ils disent à leurs malades, vous devez apprendre à vivre avec cela, alors qu'il y a beaucoup de solutions à ces problèmes. Au niveau des interviews aux malades, il était clair pour nous que la question de la sexualité est très émotive et elle est d'une certaine façon mise de côté, et c'est un poids très lourd au niveau de la relation avec le compagnon. Avec le soutien adéquat, tout cela peut être dépassé. C'est juste l'un des exemples où les soins peuvent aider les malades de sclérodermie dans ce cas spécifique. Chers médecins, mon conseil pour vous à ce niveau-là, c'est d'écouter vos malades et ne pas les laisser partir en luttant toutes seules. Il faut les envoyer à un spécialiste, un médecin spécialiste ayant une expérience en ce domaine pour qu'elle puisse avoir cet appui, ce soutien. Merci. Our next speaker is Gabriela Verzi. Notre prochaine intervenante est Gabriela Verzi. Elle est membre de l'organisation nationale italienne et elle habite en Sicile. Elle a été diagnostiquée durant son enfance et donc elle a une grande expérience au niveau des différentes thérapeutiques appliquées à la sclérodermie, non seulement en Italie, mais également au Royaume-Uni. Elle va nous parler de comment développer la confiance sexuelle. Merci beaucoup de cette présentation. Merci à Anna également pour cette invitation, pour vous parler de cette question assez difficile et complexe. J'ai dû lutter pour cette présentation parce que je ne savais pas par où commencer. Donc j'espère être claire. J'appelle cela le cercle de l'amour parce que pour moi ce cercle représente les différents facteurs qui rendent les malades ou faire en sorte que les malades se sentent gênés au niveau sexuel, et la question de l'intimité, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, le désir et se sentir désiré, la dépression également et l'anxiété, ainsi que les douleurs qu'elles peuvent sentir font en sorte qu'elles ne se sentent pas confortables. Comment la sclérodermie influence nos rapports? Nous savons que la sexualité peut être un obstacle et que le tabou peut
avoir un réflexe au niveau sexuel. La dysfonction sexuelle touche plusieurs questions de notre vie familiale. Et donc la sexualité devient un thermomètre de la relation, non seulement au niveau personnel de la malade, mais également avec son partenaire. Et ces aspects de la santé et du bien-être doivent être... il faut y faire face, il faut mettre de côté les tabous. Comme on peut l'imaginer, les problèmes physiques et émotionnels et les difficultés qui peuvent advenir de la vie d'un couple qui est lié au stress, aux pressions causées par cette maladie ont un impact assez grave sur la fonction sexuelle des malades. L'impact sexuel est variable en fonction des personnes, mais en général, elles ont moins de désirs sexuels, la réduction de la fréquence des relations sexuelles, ainsi qu'une certaine aversion et un certain manque de satisfaction au niveau sexuel. Les hommes qui souffrent de ces maladies ont également des problèmes au niveau des dommages vasculaires et également de l'épaississement de la peau qui contribue significativement à une dysfonction sexuelle. Les principales manifestations au niveau des malades, un réflexe au niveau de la difficulté d'assumer certaines positions et donc provoque une fatigue, des douleurs également pendant les rapports sexuels. En effet, ces symptômes qui sont très typiques de la maladie font en sorte que la femme ne se sente pas confortable, surtout au niveau de la douleur chronique et des fluctuations de l'humeur qui sont typiques dans ces malades et qui ont des réflexes bien évidemment sur le désir sexuel. Comme vous le savez, les malades atteintes de sclérodermie se sentent moins attrayantes et donc il y a un réflexe au niveau émotionnel rendant très difficile toute cette situation pour un couple. Et donc tous les couples qui vivent avec cette maladie. La question de l'aspect physique qui change tout au long du temps s'intensifie, le concept négatif de l'image fait en sorte que l'estime de soi de ces malades souffre et elles se sentent inadéquates, elles ne se sentent pas féminines et lorsqu'elles se sentent moins attrayantes, elles font en sorte qu'elles ne prennent pas l'initiative et donc il y a donc une réduction du désir et du plaisir. Et tout cela provoque une pression accrue au niveau du couple. Donc cela bloque la sexualité beaucoup plus que les questions et les difficultés physiologiques. Donc la question psychologique ici est très importante. Les malades doivent commencer à faire face à leurs problèmes et à les partager et il faut qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas les seules dans ce cas à sentir ce genre de choses et il faut travailler également au niveau de la découverte du partenaire. Il est très important que le couple ensemble conjointement puisse faire face à ces situations pour permettre une récupération graduelle de l'assurance et de l'estime de soi. Un autre aspect très important, c'est que l'homme dit à la femme qu'elle continue à être attrayante, qu'il continue à l'aimer et rétablir un équilibre dans la relation. Il est possible de vivre une vie sexuelle active et avec du plaisir, même pour ces malades. Néanmoins, il est très important de partager les sentiments. Et pour conclure, vous voyez ici mes photos avec mon compagnon et je dois vous dire qu'on ne peut pas oublier de nous aimer à nous-mêmes. C'est le plus important. Lorsque l'on s'aime, nos partenaires, nos compagnons nous aiment également. Merci. Our next speaker is Katerina. Notre prochaine invitée s'appelle Katerina Light, qui
est atteinte de sclérodermie depuis plus de 20 ans, mais elle a étudié psychologie à Universidade do Minho dans le nord du Portugal et elle est très active, elle a eu un bébé. Elle va nous parler de comment être mère. Merci pour cette présentation et merci de cette invitation qui m'a été adressée pour que je puisse partager avec vous mon bonheur. Je suis atteinte de sclérodermie depuis plus de 20 ans, donc depuis 25 ans. Et il y a 4 mois, j'ai eu un bébé. Et je suis donc devenue mère et je vais vous raconter un peu mon histoire. Je suis née en bonne santé jusqu'à ce que la sclérodermie apparaisse dans ma vie lorsque j'avais 12 ans. Ce fut un choc pour moi. D'ailleurs pour tout le monde dans la famille. Et beaucoup de craintes et de doutes se sont soulevés, tels que la question « Qu'est-ce que la sclérodermie et maintenant qu'est-ce que je vais faire ?» Et la réponse a été enlever les limitations de la maladie et faire en sorte que j'ai une bonne qualité de vie. Il faut se rappeler que la sclérodermie est seulement une petite partie de notre vie. J'ai donc fait mes études et lorsque j'avais 18 ans, je suis allée à l'université, loin de chez moi. J'ai voyagé avec des amis, j'ai été l'une des fondatrices de l'association portugaise de patients et de malades avec sclérodermie. Je me suis mariée et j'ai donc une vie normale. Qu'est-ce qui m'a aidée? Mon médecin, ma famille et mes amis. Tout le soutien est très important et nécessaire. Cette année, nous avons décidé de tomber enceinte. J'en ai parlé à mon médecin et elle m'a dit que j'avais des conditions de santé pour pouvoir tomber enceinte. Mais lorsque nous avons contacté l'obstétricien et on m'a dit que j'aurais besoin d'un traitement de fertilité pour tomber enceinte. Mais lorsque j'ai fait les tests pour commencer le traitement, j'étais déjà enceinte. Ma grossesse n'a pas été très compliquée. Cette photo a été prise le jour de la naissance de mon bébé. Je n'ai pas eu de nausées. J'ai travaillé jusqu'aux 7 mois et demi de grossesse, 7 heures par jour. Et les médecins ont fait en sorte que le bébé naisse 1 mois avant le terme parce qu'il était dans de bonnes conditions, mais il ne gagnait pas le poids attendu. Donc, j'ai fait une césarienne. Il est né à 7 heures de l'après-midi et le matin suivant, j'étais déjà dans de bonnes conditions. J'arrivais déjà à marcher. Voilà une photo avec mon bébé. Il était très petit. Et donc, nous avons dû rester à l'hôpital pendant quelques jours. Voilà des photos de mon bébé qui est là-bas. Et j'ai un message pour vous tous, pour les parents qui ont des enfants et qui ont de la sclérodermie. Que pouvez-vous attendre? Vous pouvez tout attendre. Vos enfants peuvent faire tout ce que vous faites. Vous devez soutenir vos enfants, mais ils arrivent à tout faire.
Et pour toutes les personnes qui sont atteintes de sclérodermie, ne limitez pas vos rêves. C'est le message le plus important parce que parfois les rêves peuvent devenir réalité. Merci. Thank you to all of our speakers and Merci à tout le monde. Le bébé qui se trouve là-bas, le plus jeune de la salle. Je pense que nous avons le temps pour le débat, quelques questions avant le déjeuner. Le déjeuner, donc nous allons suivre un leader, un chef de file, disons, qui va nous emmener jusqu'au restaurant. Donc c'est un déjeuner buffet, donc vous pourrez choisir ce que vous voudrez. Avant le déjeuner, nous avons encore le temps pour quelques questions. Bonjour, y a-t-il des solutions pour l'inconfort du vagin et pour l'inconfort pendant les rapports sexuels? Probablement. Je ne suis pas la personne la plus indiquée pour vous répondre. Et vous devriez demander les conseils d'un gynécologue. Néanmoins, je pense qu'il y a des crèmes d'application topique qui pourront aider dans le cas de cette douleur au niveau du vagin. Je ne sais pas si ces crèmes qui sont utilisées et prescrites par les gynécologues sont également utiles aux malades de sclérodermie. Je voudrais seulement ajouter que parfois certaines malades, certaines patientes considèrent le gel assez utile, mais normalement, le gel lubrifiant, mais normalement, nous recommandons que vous consultiez votre gynécologue. J'ai fait quelque chose à mon vagin et cela a aidé, donc je vais vous raconter mon histoire. J'ai fait une chirurgie, on a pris de la graisse et on l'a injectée dans mon vagin, dans l'ouverture de mon vagin et également sur mon visage, la bouche. Et cela a beaucoup aidé à augmenter la flexibilité. Évidemment que ce n'est pas tel que cela devrait l'être, mais cela a beaucoup aidé parce que je n'arrivais pas à supporter la douleur de la pénétration et maintenant j'y arrive. Merci. Il y a des patientes qui nous ont demandé de faire un résumé. Donc, cette dame a dit qu'elle a fait un transfert de la graisse vers le vagin, ce qui a aidé à avoir plus de flexibilité. Elle ne sent plus cette douleur. Et cette transplantation ou greffe de graisse a été faite également sur les lèvres. Donc, la graisse a été retirée des cuisses. Et normalement, on a le plus de graisse, n'est-ce pas? Y a-t-il d'autres questions?
Intervention hors micro. Okay, my question was if it was long term, so. Ma question était si ça dure longtemps ou non. La flexibilité est en effet de longue durée, même si on nous dit qu'il faut le faire 2 fois pour améliorer cette flexibilité. Sur le visage, je l'ai fait pour des questions esthétiques. Ça n'a pas eu le résultat que je voulais, mais la flexibilité se maintient. Donc la flexibilité de ma bouche et du vagin se maintiennent. Mais la sclérodermie est une maladie progressive. Donc, comme la peau subit un épaississement, peut-être qu'il faut le répéter. J'ai une question à vous poser. Qui a fait cette transplantation, cette greffe? Un chirurgien esthétique, plastique ou un rhumatologue? Non, c'était le chirurgien, mais il était en rapport avec le rhumatologue, parce que d'abord, le rhumatologue ne voulait pas que je le fasse en raison des injections, parce qu'il y a de petites blessures, de petites lésions, mais elles ont bien cicatrisé. Néanmoins, il y a toujours un certain risque, donc je ne veux pas dire que c'est la solution idéale. Thank you. I am a rheumatologist. Merci. Je suis rhumatologue et je collabore à certains projets de greffe de graisse chez des patients qui sont atteints de sclérodermie. Nous avons commencé avec ces greffes périorales et nous les utilisons pour le traitement des ulcères. Et donc, nous avançons également vers des traitements de problèmes vaginaux, comme c'était votre cas. Les rhumatologues peuvent proposer ce traitement, mais comme il est évident, il faut que ce soit fait par un chirurgien parce que le visage est une zone critique et nous n'avons pas de préparation suffisante pour mener à bien ces chirurgies. Mais je pense que les résultats que nous avons eus sont les mêmes pour les malades qui sont atteints de sclérodermie et les malades normaux, parce que comme vous le savez, ces greffes, ces transplantations de graisse sont utilisées dans les thérapies anti-âge. Il y a une réabsorption de la graisse et c'est un traitement que l'on peut répéter. Mais il faut savoir qu'il y a une réabsorption normale de la graisse qui est parfaitement normale. Et nous ne pouvons pas décider ou vous dire au préalable quel sera le résultat. C'est un traitement qui est sécurisant, mais en ce qui concerne la douleur vaginale, les résultats sont fantastiques. Parce qu'il y a des endorphines naturelles, certaines molécules naturelles de la graisse qui peuvent nous donner de bons résultats en matière de douleur. Donc, je vous suggère de consulter un chirurgien. Mais il est important qu'il y ait un bon rapport entre le rhumatologue qui connaît bien votre maladie et le chirurgien qui ne connaît pas la maladie. Donc, il est important que les malades ne soient pas soumis à des traitements d'immunosuppresseurs
parce que les risques d'infection sont plus élevés et vous pouvez donc faire une planification de traitement parce que c'est un traitement sûr dans les bonnes conditions, bien sûr. Merci. Nous allons donc clore cette séance en vous disant que les problèmes sexuels sont un enjeu, un défi au sein de la sclérodermie. Néanmoins, la communication est très importante pour les malades, pour les rhumatologues, mais il faut également communiquer avec vos partenaires et vos médecins. Merci. Please follow the guides up to lunch. We need. Suivez votre chef de file jusqu'à la salle du déjeuner. Nous recommençons à 2 heures. 2 heures pile.